Jean IV, au nom des compagnons de l'Hermine, j'ai l'honneur et le plaisir de te remettre ce collier de l'Hermine pour ton engagement remarquable pour la Bretagne. Donc je trouve que j'invite à venir au micro, préparer quelque chose évidemment à dire. J'ai l'habitude de l'improvisation, mais l'émotion fait qu'il vaut mieux que j'ai quelques notes. Monsieur le chancelier, je suis presque confus de t'appeler comme ça. Cher Patrick, puisque ça doit faire bientôt plus de 45 ans que nous nous connaissons. Je dois vous dire que je reçois cette distinction avec beaucoup d'émotion, mais surtout avec beaucoup d'humilité, parce que je ne vois pas en quoi je la mérite. Et je pense, comme l'a dit André Argoui tout à l'heure, que d'autres, bien plus que moi, auraient pu être distingués. Alors si j'ai accepté, c'est effectivement, comme je le disais dans la bande que vous venez de voir, dans le souvenir de ceux qui, alors que j'étais le gamin disponible à l'époque, ont fondé Squazelweiss. Wendran Le Squezec et Xavier Graal, qui ne sont plus nôtres aujourd'hui, Perroy, qui a pris la relève ensuite pendant de très nombreuses années, et puis ensuite Perloquet, qui est aujourd'hui dans la salle en tant qu'Herminé, mais dont la présence amicale me rassure un peu. Et puis Jérôme qui a pris la relève et qui est venu aussi nous rejoindre, avec cette fierté que nous avons en commun que quelque chose d'atypique en Bretagne est survenu. Cette association a plus de 40 ans, elle n'a pas explosé et elle œuvre toujours, ce qui dans notre esprit celte est assez rare au niveau de longévité. Et puis, je voudrais aussi remercier tous ceux qui, au cours de mon parcours professionnel, m'ont fait la confiance, tous ces Bretons qui m'ont fait la confiance de m'appeler, d'abord dans l'ombre d'Henri Leclerc, puis de manière plus autonome ensuite, pour les défendre lorsqu'ils étaient attaqués dans leurs convictions, dans leur lutte, dans la légitimité de leur combat, pas seulement idéologique, mais je pense aussi, je suis heureux d'être honoré le même jour qu'André Bochon, à tous les agribio en Bretagne que j'ai également défendus jusqu'à ces dernières années, et qui luttaient aussi contre les effets sur notre patrimoine naturel de certains excès de la production. Je vous dirais que j'ai découvert que j'étais breton le jour où j'ai quitté la Bretagne. À 9 ans, je me suis retrouvé quitter Nantes et au hasard de la carrière de mon père, je me suis retrouvé en plein milieu de la Gascogne, avec des gamins de mon âge dans la cour de l'école qui parlaient comme on disait patois, en fait ils parlaient occitan. Et puis ils me disaient que j'avais un drôle d'accent. Mais il a fallu, curieusement, et peut-être un peu comme Andrea, que j'arrive sur Paris, que je rencontre mon ami Bernard Audy, que je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre aujourd'hui, qui me fasse découvrir que se sentir breton c'était bien, mais qu'on pouvait aussi lutter pour le faire reconnaître. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette spirale dont je ne suis pas encore sorti aujourd'hui. Et j'ai été militant, et puis pour les raisons qui ont été expliquées dans la bande, je suis devenu avocat, j'ai essayé de me mettre au service de mes compatriotes avec les moyens qui étaient les miens, ceux du droit, ou peut-être ceux de la parole. Et puis au-delà, quel bilan je fais après bientôt 50 ans de militantisme? J'ai vu naître des choses formidables, pas seulement Squazelweiss. J'ai vu naître Diwan, j'ai vu se développer tous ces mouvements de la culture, j'ai vu émerger
des artistes bretons qui ont pris des dimensions internationales, et j'ai vu en quelque sorte la reconnaissance de l'existence culturelle des Bretons exploser. Et puis j'ai vu aussi leur conscience d'être Bretons se manifester sans complexe, de plus en plus revendicative et de plus en plus décomplexée. Ça ne peut que me réjouir. Le peuple auquel j'appartiens existe et il affirme son existence. Et il est conscient de son existence. Et pourtant, dans le même temps, j'ai le sentiment, mais c'est sans doute une mauvaise appréciation, et sans que j'en fasse procès à quiconque, que son expression politique n'a jamais été aussi faible. Non pas qu'il n'y ait pas de militants, mais cela ne débouche que très partiellement et dans l'ombre et dans la place que veulent bien concéder ceux qui ont les places réservées dans la classe politique française, quelle que soit leur couleur. Alors je me dis pourquoi. Parce que quand on discute entre nous, évidemment, je le dis toujours, on dit tous qu'on est breton et quelque chose. Et puis le et quelque chose finit par être plus important que le fait que nous soyons tous bretons et prend le pas dans nos débats pour nous diviser sur ce qui devrait nous rassembler, à savoir la conscience d'appartenir à un même peuple qui a une existence à défendre, une survie à assurer. Alors, ce soir, aujourd'hui, je lance ça un peu en l'air. Et si nous gommions le « et » pour l'instant? Et si nous disions qu'il est temps de nous rassembler pour porter d'une voix commune simplement l'affirmation de notre existence en tant que peuple, et puis le jour où nous aurons fait reconnaître cette existence, alors notre peuple décidera de son devenir. Et non pas mettre la charrue avant les bœufs, comme pourrait dire André Beaufort, en disant déterminons d'abord la vision que nous avons du futur de la Bretagne avant de pouvoir le faire. C'est ce que m'a appris, ce sera le deuxième élément de mon propos, mon expérience, je dirais, de sortir de la Bretagne. Et ma rencontre avec mon ami Aurélien Algémy, qui m'a fait l'amitié avec son épouse aujourd'hui de faire plusieurs milliers de kilomètres pour venir de Barcelone me rejoindre ici, à travers en effet le CIEMEN, l'une des organisations les plus développées en matière de recherche et de lutte sur la libération des peuples, que j'ai découvert quelles pouvaient être les choses que nous pouvions défendre, et surtout j'ai découvert que les Bretons, qui sont parfois complexés, avaient le droit international pour eux, et que j'ai pu contribuer, comme petit grain de sable, comme on le dit dans la séquence de tout à l'heure, à faire progresser cela. Nous ne sommes pas le seul peuple nié sur la planète. Il y en a beaucoup. Et vous, en 1789, des avant-gardistes du devenir social avaient proclamé que le peuple était souverain. C'est devenu très rapidement l'État souverain qui a remplacé le peuple. Et aujourd'hui, la société internationale est conçue sur deux principes: la souveraineté des États et la prohibition de l'ingérence des autres dans leurs affaires intérieures. Autrement dit, s'ils martyrisent, s'ils répriment leur minorité, si parfois ils provoquent des génocides, bon, ça s'améliore un peu avec le droit pénal international et la Cour de la Haye, encore que je constate que pour l'instant ça juge que les pauvres. Hein. Ça ne juge pas vraiment les peuples qui font des génocides mais qui sont des puissants. Ils n'ont pas reconnu la compétence, comme ça leur évite d'être embêtés.
Eh bien, tout cela, ça a fini par aboutir à des droits. Et que ça a commencé à dire ce qu'on nous dit de la déclaration fondatrice de l'ONU, qui dit « les peuples libres rassemblés ». Donc on est bien sur une notion de peuple. Et puis dans le texte suivant, qui est celui de la charte, on parle des États adhérents. Les peuples ont disparu. Et il a fallu attendre fort tard, d'abord de manière très virtuelle, les résolutions sur la décolonisation, mais quel en a été l'effet si c'est vraiment de rendre la liberté à des peuples colonisés ou à donner le statut d'État à d'anciens comptoirs coloniaux? Regardez la carte de l'Afrique, je pense que vous aurez une réponse à la question. Il a fallu beaucoup plus tard. Ça a commencé par l'UNESCO, qui, à la suite de travaux divers, dont ceux que nous avons menés au sein du CIEMEN à travers la Déclaration universelle des droits linguistiques, a proclamé deux choses. La diversité du patrimoine immatériel, lequel devait être protégé comme le patrimoine matériel, et deuxièmement, le droit à la diversité culturelle. Et puis enfin, ça a été, il n'y a pas longtemps, en 2007, ça fait 4 ans, l'ONU, qui a pris une résolution sur le droit à l'autodétermination des peuples autochtones. Alors, ça choque toujours quand ils sont en Bretagne. Certains m'ont même dit, mais attendez, on n'est pas les aborigènes. Mais on est un peuple autochtone. Nous sommes un peuple avec une langue, une culture, qui vit depuis un certain nombre de siècles sur un territoire, même si on essaie de nous en contester une partie. Et par conséquent, nous répondons étymologiquement à la définition de peuple autochtone, et à ce titre, nous avons tous les droits que nous reconnaît la déclaration de l'ONU de 2007, que notre État souverain n'est pas trop pressé de ratifier. Alors, moi je voudrais en terminer par cela et vous dire que nous devons nous affirmer en tant que peuple ayant droit au plan international à reconquérir son état de peuple souverain, de le faire non pas seulement à l'ombre de notre clocher. Je pense qu'il sera plus facile de remporter la victoire si nous le faisons en coordination, non pas en fusion, mais en coordination avec tous les autres peuples, ils sont nombreux, qui ont les mêmes aspirations et les mêmes devenirs. Et je rêve du jour où mon peuple devenu adulte pourra échanger d'égal à égal avec les autres peuples dans leur respect mutuel, dans le respect de leur diversité, et je rêve alors que peut-être le monde sera en paix.